Je sais même pas si ça enregistre là. On n'avait pas du tout prévu d'avoir cette discussion. Avec mes 6000 abonnés YouTube, où tout le monde se fout de ma gueule, je fais 200K par an avec. Si je me montre en short et en tongs à la montagne, je fais plus 50% de chiffre d'affaires. S'ils me voient en Lamborghini à Dubaï, je fais moins 50%, je pense. Si tu vis en France, si tes clients sont en France, si tes opérations sont en France, si tu veux pas payer en France, ça s'appelle l'évasion fiscale. Point. Tu fais le profil psychologique de Jeff Bezos, tu comprends Amazon. Les névroses de l'entrepreneur deviennent les névroses de l'entreprise. Ce qui va faire un business, c'est... Je regardais une vidéo YouTube qui parlait de ça, qui disait pourquoi les podcasts sont sur une mort programmée, qui disait qu'en gros, une fois que t'as fait tous les invités cool, et qu'en plus t'es dans les plus gros podcasts du monde, bah, tu peux pas avoir le même invité cool que le voisin. Ouais. Et donc en fait, obligatoirement, tu vas avoir des gens de moins en moins cool, mais il faut qu'ils fassent des vues. Donc tu vas avoir des gens avec des propos de plus en plus contrariants, de plus en plus extrêmes, ouais. Et tu finis par avoir des charlatans qui disent des dingueries, alors ça fait des millions de vues, mais en fait, t'es en train d'induire tout le monde en erreur, quoi. C'est exactement là-dedans qui tombe, et le problème, c'est que ça fait extrêmement mal à son branding. Ouais. Parce que lui, il s'est vraiment positionné sur du science-based, avec un gros proofreading, etc. Et il commence à recevoir des gars qui te sortent des giga dingueries, qui se font débunker dans tous les sens. C'est pareil chez Steven Bartlett, pourtant qui est un podcast extraordinaire. Et il commence à avoir des gens qui disent un truc, et genre une semaine après, il y en a un autre qui dit le contraire, quoi. Ouais. Les gars, faut savoir, en fait. Mais c'est exactement la raison pour laquelle j'ai complètement pivoté ma façon de faire du podcast aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai une façon beaucoup plus éditorialisée, beaucoup plus youtubesque, en fait, d'apprendre ça. Et en fait, le podcast, c'est plus que le format en soi, tu vois. Ouais. Mais, le format podcast business, classique, franchement, j'y crois de moins en moins. Enfin, pour moi, en 2024, ça s'est frité fort. Si c'est un format interview, c'est mort. Ça va dans la direction qu'on a dit, tu vois. Je pense que ce qu'il faut, c'est prendre des invités qui ont des sujets d'expertise intéressants, qui t'intéressent toi en tant que personne qui va interroger, tu vois. Et en fait, avoir une conversation. Comme on fait aujourd'hui. C'est tu prends des gens avec qui t'as des sujets intéressants, et t'as une conversation. Et ensuite, tu cuts le truc pour en faire des vidéos, quoi. Ouais. Et pour en faire des épisodes. Exactement. Mais tu viens pas pour qu'une personne ramène sa science sur un sujet. Parce que sinon, obligatoirement, t'as des trucs qui sont de plus en plus merdiques, quoi. Et puis en plus, je sais même pas si ça enregistre là. Ah, c'est bon ça. C'est bien, comme ça on n'a pas besoin de faire d'intro. Lancer le truc. Je peux dire des conneries tout de suite. Et aussi, il y a un truc, c'est que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que vu que par définition le podcast c'est un format interview, le podcast classico-classique, tu te retrouves en fait à interviewer, donc à servir la soupe à des invités, et donc à te mettre par définition en retrait. Et donc, quand ton objectif, c'est de faire du contenu pour toi te mettre en avant dans ton expertise, bosser ton branding et affiner tout ça, tu te retrouves très vite face à une vraie incohérence de formatique, quoi. Sauf si tu deviens du Mathieu Stéphanie et Génération du Yourself qui parle beaucoup dans ces épisodes, mais il rentre pas dans la gueule de tous les invités pareil. Et faut pas oublier aussi que il fait ça depuis, je crois, c'est un OG, dans le game francophone. Ouais. Donc au bout d'un moment, forcément, tu vas avoir par répétition successive un branding qui va se cristalliser. Mais je suis sûr et certain qu'il aurait pu accéder à ce niveau-là de branding, de personal branding, beaucoup plus rapidement avec un autre format, beaucoup plus frontal. Mais parce que sur la plupart des podcasts, les gens ils viennent pour un invité, mais ils restent pas. Parce que si tu viens pas pour le créateur, je veux dire, quand tu vas regarder du Joe Rogan, en fait, tu t'en fous de l'invité, tu viens chercher du Joe Rogan Show, tu vois. Mais si t'as juste une personne qui pose des bonnes questions et qui a des invités cool, tu viens quand il y a un invité qui t'intéresse, mais tu reviens pas, en fait. Et donc, s'il y a pas un branding fort, tu fais des one-shots, c'est bien, hein, tu fais un podcast, mais t'as pas de marque personnelle, c'est très dur de faire du business qui est lié. Et quand tu vas regarder du Chris Williamson, tu sais ce que tu viens chercher. Quand tu regardes du Hormozy, tu sais ce que tu viens chercher. Et ce genre de format, pareil, quand tu vas sur les jeunes branches, tu sais ce que tu viens chercher. Et je pense que ce genre de format va perdurer. Alors que des gens qui veulent juste avoir des invités cool, leur poser des questions cool, mais qu'il n'y a pas de branding de fond solide dès le départ, ça va être plus dur aujourd'hui. Le problème, c'est que il y a aussi un truc où tu commences à avoir un peu le starter kit, le starter kit du podcast business. Donc, tu vois, le studio, on fait tous les deux un podcast, on est en train de chier sur. Alors, voici ce que nous on fait, le faites pas. Ce qu'on fait de moins en moins. Mais vraiment, le podcast business tel qu'on est en train de le décrire, perso, j'ai quasiment intégralement arrêté de le faire. Mais j'ai surtout arrêté de le regarder. J'ai regardé beaucoup au début. J'ai complètement arrêté de regarder. Et là, sauf s'il y a vraiment un invité où je me dis, putain, enfin lui, sur un format de 2 heures, c'est rare quand même.
Exactement. Et en fait, c'est exactement mon rasoir décisionnel pour moi, pour mon propre podcast. C'est-à-dire que le podcast de 2 heures business, format interview, je le réserve à des occasions très particulières. Ouais. Mais je le dégaine plus comme j'ai pu le faire par le passé, parce que ouais, pour toutes les raisons qu'on est en train d'invoquer. Et aussi, chiant, regardez. C'est chiant. Au bout d'un moment, c'est plus intéressant, tu vois. Et puis t'as une barrière à l'entrée qui est de plus en plus faible. Enfin, quand tu vois que tu commences à avoir dans des villes de seconde zone en province des studios de podcast qui pop à 20 balles de l'heure. À 20 balles de l'heure, tu te dis que ouais, enfin on va vers quelque chose, on va vers une saturation mais de malade. Ouais, mais ça va, tu vois, ça va décroître. Tout va péter à un moment. Ah ouais, non, mais c'est sûr et certain. Mais pourquoi? Parce que c'est le format aussi Dunning-Kruger par excellence. Ouais. C'est franchement pour faire du podcast d'abord audio puis vidéo depuis alors je suis pas un vieux de la vieille mais depuis 2 ans maintenant. C'est compliqué de faire un bon podcast. Ça demande une préparation. Ça demande une vraie technicité dans la façon d'interviewer. Une interview, c'est un exercice très complexe. On se rend pas compte. On se rend vraiment pas compte que des Oprah par exemple, sont extraordinaires. Mais parce que des milliers d'épisodes, tu vois. Et Oprah qui arrive à faire parler Meghan Markle et le prince de sujets deep et les coincer quand ils essaient de détourner la question, c'est un vrai exercice de style, c'est une vraie compétence. Et toi ou moi, tu nous fous devant les mêmes, en fait, on se fait servir la soupe de média training et on peut rien y faire, quoi. Exactement. Et le pire, c'est qu'ils sont contents de se faire démonter. Ouais, de ouf. Ça, c'est encore plus fort, ça. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que non, l'exercice est très très complexe. Mais je pense que peu de gens se rendent compte, se laissent un petit peu éberluer par l'attrait, l'aspect très simple, très feel good du truc. Tu te poses dans un canapé avec ton micro, t'as l'air un petit peu décontracté et en fait tu vas juste parler de trucs. Non, il y a toutes les chances que ça donne un contenu, à moins que tu reposes sur la qualité oratoire de tes invités, ce qui rend donc complètement friable ta ligne éditoriale. Il y a très forte chance que tu fasses un contenu quand même assez dégueulasse, assez plat et assez inégal en fait dans sa longueur. Ça m'arrive souvent, j'ai un invité et vraiment les 20 premières minutes du podcast sont chiantes parce que je trouve pas, tu vois. Je trouve pas le truc auquel je veux m'accrocher et le tirer vers moi. Et quand je trouve, l'épisode il prend un autre sens. Et c'est là que je vois par exemple que je suis pas assez professionnalisé sur ce sujet-là, parce qu'en fait si j'avais fait une semaine de recherche avec mon équipe, j'aurais pu en fait démarrer tout de suite bien. Sauf qu'en fait non, c'est en détricotant et en parlant avec la personne que je vais trouver de quoi j'ai vraiment envie de lui parler, tu vois. J'ai un moment, elle va me dire une phrase, je vais dire ça, reste là, bouge pas. On continue là-dessus. Dans ces cas-là, pourquoi tu cuttes pas les 20 premières minutes? Parce que j'ai pas envie d'avoir des vidéos de 15 minutes quand mon invité il m'a donné 1h30 de son temps. Ok. Mais ça fait des trucs plus lents, avec un autre rythme, tu vois, clairement. Et surtout quand tu pars dans YouTube Game, où t'es sur un jeu de rétention, et tu auras une rétention qui est extrêmement compliquée à aller chercher, tu comprends à quel point il faut aller vite. Enfin, vraiment, c'est hallucinant. Ce qu'on n'a pas sur l'audio. T'amènes les pratiques de l'audio, du podcast audio à ton podcast vidéo sur YouTube, tu te fais torcher, hein. Ouais. Vraiment. Mais d'ailleurs, les purs podcasts audio qui passent en vidéo, sans réflexion stratégique éditoriale de ok, maintenant on passe en vidéo, ça demande autre chose, ils marchent pas en vidéo. Non. Parce qu'en fait, y a personne qui a envie d'écouter 2 gars face à face qui bougent pas, où il y a aucune interaction, aucun cut, aucun rien, et qui parlent juste pendant 2h30. L'audio s'y prête extraordinairement bien. Parce que tu marches, parce que tu écoutes en plusieurs. La vidéo. Moi, les vidéos YouTube de 2-3 heures que je regarde, c'est des trucs, je les regarde en 6 fois, en x2, quand j'ai le temps. C'est pas la même expérience. Pas du tout. Hey, c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt ChatGPT inédit, de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Et tu viens pas chercher la même chose. Tu viens de chercher, là tu viens chercher en général tu sais, moi c'est le triptyque du contenu, c'est divertissement, instruction, inspiration. Si tu regardes un podcast business en vidéo,
il est quand même assez faible sur ces 3 points, quoi. Quand même assez faible. C'est pas giga divertissant, à moins de recevoir Gad Elmaleh. C'est pas giga l'éclate. C'est pas giga instructif. La densité d'instruction sur la base d'un contenu de 2h30 est quand même assez faiblarde. Et à part du Andrew Huberman, mais où là, la dimension de divertissement est tellement basse et la dimension instruction tellement haute que qu'en fait, ça te fait mal au cerveau et en fait, tu retiens que dalle. Le problème, c'est que les invités intéressants qui font du podcast, soit ils sont tellement présents toute l'année qu'en fait, c'est bien de les écouter 3 fois 3 heures, mais en fait, ensuite, tu peux plus, t'apprendras plus rien, en fait, il y aura plus rien d'intéressant. Soit ils viennent quand ils sont en promo. Donc là, c'est pareil, en fait. Ils vont faire le tour de tous les podcasts de 2 heures pour parler de la même chose. Bon, t'en écoutes un, t'as tout écouté, quoi. Exactement. Trop d'offres. Et donc, ça force aussi beaucoup de podcasts à jouer le jeu du LinkedIn game, quoi. C'est-à-dire à partir dans du clivage. Espérer, j'en vois trop, en fait, venir avec leurs petites notes. Pour essayer de faire dire une dinguerie à l'invité. Dire une dinguerie à l'invité, ou alors, tu sais, il y a de plus en plus de podcasts, exactement comme on est en train de le faire. Hein. On se pointe, on lâche des dingues, et en fait, on espère derrière que ça va faire des bons shorts. Là, en fait, pour contextualiser, on n'avait pas du tout prévu d'avoir cette discussion. Non, c'est vrai, on a commencé à enregistrer. Ça se peut que ça va faire un épisode à part. Hein. En mode 2 podcasteurs chient sur le podcast. Mais tu sais que hier, donc j'ai enregistré 4 épisodes, pareil, dans les mêmes studios. Heureusement pas avec le même setup. Et mes 3 premiers invités m'ont dit cette même phrase. Putain, merde, si tu coupes ça et que t'en fais un clip, je suis mort. Et vraiment, tu sais, ça m'a trigger, tu vois. Et vraiment, j'ai eu envie de leur dire, mais je fais pas ça, moi. Hein. On doit pas avoir la même façon de gérer les trucs. Mon but n'est pas de t'avoir 1h30 pour voir si j'arrive à te faire dire une saloperie de 45 secondes. Je peux sortir du contexte pour faire 6 millions de vues TikTok avec. Déjà, je suis pas sur TikTok. Et en plus de ça, les clips que j'essaye de faire sur Instagram, c'est des trucs intéressants. Et je comprends la logique d'audience de vouloir coincer l'invité pour faire du reach. Mais ça, c'est des gens qui n'ont pas encore compris que les vues qualifiées, c'est des vues longues, avec du contexte, avec du fond, où les gens qui savent ce qu'ils viennent chercher. Et moi, je me suis amusé à mesurer, il y a pas longtemps, avec Iros, mon chiffre d'affaires qui vient de YouTube, du podcast, de Instagram, etc. Avec mes 6000 abonnés YouTube, où tout le monde se fout de ma gueule, je fais 200K par an avec. Instagram, avec mes 8000 personnes et mes 1000 vues par shorts, je fais 100 000 par an. Juste sur l'organique, tu vois. Je pourrais pas faire ce CA-là si je m'amusais à clipper mes invités pour faire 3 millions de vues parce qu'ils ont dit une saloperie. Déjà parce que les gens, ils auraient plus envie de venir me parler. Parce qu'à un moment, ils en ont marre de se faire humilier sur des reels sur les gens. Mais en plus de ça, c'est pas la même relation avec l'audience. Et c'est la grosse différence majeure, en parlant avant de commencer, entre un influenceur et un entrepreneur. Et moi, je suis pas influenceur, ça m'intéresse pas. Moi, le jeu du personal branding et du média organique est un canal de communication de mon entreprise. Et c'est un mal nécessaire. Je veux bien y jouer parce que c'est bon pour ma boîte. Si j'avais pas la boîte, je ferais du contenu sûrement parce que j'adore ça. Mais je me donnerais pas en spectacle sur Internet, tu vois. J'ai autre chose à foutre. Et t'as un usage assez particulier des réseaux sociaux, mais notamment de LinkedIn. Parce que je suis un troll. Mais alors j'adore, c'est vraiment tu te définis comme un troll assumé, mais pas tant que ça au final. Je troll parce que je vais dire des trucs qu'un mec dans ma situation ne devrait pas dire. Et on s'attend à ce que je me comporte pas comme ça. Donc en ça, je suis un troll. Mais derrière, j'agresse pas les gens, je nomme personne, je dénonce souvent des pratiques, mais auxquelles j'ai des fois participé moi-même, tu vois, en me disant merde, elles sont déconnantes. Souvent avec beaucoup de nuances en fait. Ouais, parce que tu dénonces pas les praticiens, tu dénonces les usages. Et souvent en apportant un background très basé aussi sur ton expérience et tes observations, un background qui va aussi justifier le recours à ces usages. T'es jamais dans l'invective gratuite. Mais parce que il y a toujours une finesse derrière tes propos, quoi. 90% des gens qui font de la merde, en fait, ils font de leur mieux et ils ont juste pas le bon niveau de conscience par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vois plein d'infopreneurs qui prônaient le get rich quick, make money, Lamborghini orange dans des penthouses et des tours, et que aujourd'hui en reviennent et ils suppriment leur ancien contenu, ils disent merde, j'étais cette personne-là, ça me dégoûte, tu vois. Alors moi j'ai une chance, c'est que très vite j'ai une cible qui est très alignée avec ma vraie vie, et sur mon audience, si je me montre en short et en tongs à la montagne avec ma femme, mon bébé, mon chien, je fais plus 50% de chiffre d'affaires. S'ils me voient en Lamborghini à Dubaï, je fais moins 50%, je pense. Donc ça va, tu vois, je suis incentivé par mon audience
à pas devenir une caricature, mais ça aurait pu être autrement en fait. C'est faut pas oublier l'audience creator fit aujourd'hui quoi. C'est fondamental d'être cohérent par rapport à l'audience que tu as. Mais en fait c'est pas quelque chose que tu singes quoi. C'est pas à un moment donné oui, tu peux te la jouer c'est sûr et certain. Demain si tu décides de faire un pivot, que tu pètes un câble. Mais combien de temps tu tiens? Ah, combien de temps? Non, justement. Ce que je veux dire, c'est que au-delà du fait que tu vas péter un câble en quelques mois, tu vas finir très rapidement par attirer une audience qui va ressembler à cet avatar que tu t'es créé. Par contre, c'est destructeur pour toi. On a l'audience qu'on mérite. Et moi, j'ai plutôt des gens cool. Mais par exemple, à chaque fois que j'ai des haters sur un post ou une vidéo qui pourrait le rendre viral, je le supprime et je les bloque. Et donc je renonce à de la viralité parce que j'ai pas envie de parler avec ces gens. Et donc je choisis d'avoir moins d'audience, d'être moins vu, mais d'avoir plus de qualifications, et surtout d'être dans un environnement où je me sens bien. En fait, je me sens en sécurité. Je me dis pas merde, si je dis ça, je risque d'en prendre dans la gueule. Les gens chez moi très vite, c'est soit ils aiment bien le propos, soit ils partent quoi. Et même des gens que je connaissais, ça m'arrivait de les bloquer. En disant, je suis désolé, à titre personnel, j'ai rien contre toi, mais ton comportement sur Internet me gonfle, j'ai pas envie de te voir sous mes posts, quoi. J'ai pas que ça à foutre. On passe à autre chose. Mais je dois dire que tes posts font partie des seuls qui me donnent envie d'aller de venir faire le coup en commentaire. Ouais, mais toi, tu viens et tu fais le con cool, tu vois. Ah oui, bah, tes commentaires, ils sont drôles, tu vois. Je me dis toujours, ah tiens, qu'est-ce qu'il a dit Benoît, tu vois. Quand je vois une notif. Et je sais que je vais me marrer. Et ça, les gens, ils comprennent pas que ça, tu peux faire. Ça, tu peux aller te troller comme ça. Ça, c'est stylé. Parce que tu fais marrer le créateur, tu fais marrer son audience. Potentiellement, c'est ultra facile, en plus, d'être top commentaire en faisant des blagues. Donc, tu gagnes de la visibilité. Excellent levier, hein. C'est vachement malin. Et tu fais chier personne, en fait. Non. Et tu peux faire passer ton point, en plus. Ouais, de ouf. Avec ironie, sans être passif-agressif, mais avec un trait d'humour, tu peux très bien faire passer. Oui. Hier, j'ai fait passer mon point, avec lequel on était potentiellement pas d'accord, mais t'en as rien eu à faire, en fait, parce que justement, c'était sur le ton de l'humour, et le propos de départ restait l'humour. Ouais, puis quand toi t'arrives, il y a toujours de la bienveillance, tu vois. C'est-à-dire que on peut avoir une opinion divergente. On était d'accord, en plus, là, tu vois, en l'occurrence, c'était le post sur la fiscalité internationale, c'est ça? Oui, bon, en fait, je grossis toujours le trait. Parce que je vois tellement de conneries passer. Et je fais, bon, juste stop. Tu payes en France. Si tu vis en France, si tes clients sont en France, si tes opérations sont en France, point. Si tu veux pas payer en France, ça s'appelle l'évasion fiscale, point. Et là, il y a toujours tous les fiscalistes de LinkedIn qui viennent, oui, mais en fait, tu sais pas, on pourrait optimiser avec ce type de structure, machin. Oui, ok, moi, la fiscalité internationale, je l'étudie aussi, je la comprends aussi. Je sais que je pourrais mettre ma boîte en Estonie, je mets un CEO de paille là-bas, et 3 secrétaires, et donc, en fait, je pourrais dire que mon centre des opérations, il est en Estonie, et donc payer seulement. Est-ce que j'ai que ça à foutre? Vraiment. Pour juste essayer d'esquiver un peu d'impôts, au lieu de me concentrer sur aider plus de clients, gagner plus, etc., tu vois. Et sur Internet, à un moment, si tu veux faire passer ton point, il faut généraliser. Tu peux pas, si tu veux mettre tous les petits oui mais, tu te dis plus jamais rien en fait. Et c'est fatigant ça. Donc moi des fois je fais des généralités. Bah faut toujours, enfin, je pars du principe que comme toi que la généralité de toute façon, le principe de la théorie c'est justement de se baser sur des grandes généralités, d'identifier les premiers principes, et revenir aux briques élémentaires d'un phénomène ou d'un concept pour ensuite pouvoir l'interroger. Et c'est ce que tu fais avec tes posts LinkedIn. Et tu ne peux pas faire autrement. Tu peux pas commencer, à mon sens, je vois pas comment tu peux sereinement investiguer un sujet si t'es pas dans si t'attaques directement ce sujet sous la coupole d'une nuance en fait, et d'une peur de froisser. Non, enfin la dialectique hegelienne veut que tu commences par une thèse. La généralité est bonne pour les gens qui débutent parce qu'elle est importante, elle empêche de faire des conneries. Si on prend, je sais pas, le sujet de la musculation, on connaît tous les deux. Si on dit aux débutants arrêtez de vous emmerder avec des espèces de supersets mono-articulaires d'isolation, de machin, de trucs et des trucs de pré-fatigue, juste faites du poly avec un mouvement clean, de plus en plus lourd, mangez bien, point. Il y a 1 million de nuances à ça, et les meilleurs bodybuilders, haltérophiles, power du monde nous ont prouvé que c'était bien plus complexe que ça. Et le débutant n'a pas besoin de la nuance pour progresser. Et quand il aura fait 5 à 10 ans de principes premiers, il pourra aller chercher de la nuance parce qu'il lui manquera ça pour progresser. C'est pareil en business, et c'est pareil dans toutes les théories intellectuelles. C'est juste, reviens au principe premier, applique-les comme un bourrin pendant 5 ans, on verra pour les nuances ensuite. Alors c'est quoi les premiers principes du business selon toi?
Si tu devais les enseigner à un débutant là qui nous écoute. Niche down. C'est fait un truc précis pour des gens précis, surtout au début. Parce que tu peux pas être connu sur en étant un généraliste quand tu démarres. Alors c'est dans ces moments-là, moi par exemple, moi c'est surtout dans le coaching. Il y a toujours quelqu'un qui vient me dire oui, mais David Laroche, il est généraliste. Oui, mais David Laroche, il est là depuis 12 ans. Donc il a acquis la marché taille international. Il a acquis la taille pour être généraliste. Ouais. Il a acquis la taille où il peut se le permettre. Et en fait, quand il a débuté, il l'était pas. Il était très précis. Donc, une niche très précise, aller parler aux gens. Et go to market, contre-intuitif. Il y a personne qui veut le faire. Tout le monde qui dit oui, non mais attends, parce qu'en fait, je vais faire un sondage avec une pub. Non, juste va parler à des humains. Une fois que t'as ça, tu sais quel problème ils ont. Tu regardes ce qu'ils consomment déjà. Pas ce qu'ils disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils payent déjà. À partir de là, tu crées une offre qui est juste un peu mieux que ce qu'ils payent déjà pour résoudre un problème qui est mal résolu. Et tu leur proposes. S'ils achètent, tu tiens le début de quelque chose. Tu commences à livrer, tu vois où ça coince, t'améliores, et tu recommences du début. Et tu fais ça de plus en plus souvent, avec une échelle de plus en plus grande. Voilà. Il y a beaucoup de tiroirs dans ce que tu as dit, mais déjà il y a une notion. Non, mais c'est le principe des premiers principes. Hein. Ouais. T'as amené quelque chose de fondamental dont trop peu de gens parlent, c'est cette notion de cyclique. Tout dans je m'étais amusé il y a une vidéo d'ailleurs sur la chaîne, mais je m'étais amusé à modéliser le business. En fait, ce qui va faire un business, c'est une répétition constante d'un cycle entre tes inputs, donc les actions que tu produis, les outputs, les résultats que ça génère, l'outcome, l'argent et la data que ça génère, et le feedback de tout ça, c'est-à-dire à quel point tu vas réinvestir cette data, ce cash dans tes prochains inputs. Ouais. C'est ça qui te permet en fait de créer cet effet cumulé, voire cet exponentiel à terme. Mais par contre, ça nécessite déjà d'avoir conscience que plus t'auras de révolution, donc plus t'auras le temps, tu te donneras le temps de le faire, mieux ça se passera. Et la recherche de cette séquentialité, le get rich quick, en fait, le gros problème, c'est qu'il contrevient complètement à ce nécessaire temps consacré à ces révolutions. Tu peux pas, c'est arithmétiquement impossible, en fait. 100%. En fait, je faisais un post là-dessus il y a pas longtemps. C'est pour ça que je laissais assez frais dans ma tête. La croissance d'une entreprise et la progression en business tient quand même quasiment à un seul truc, le fait de pouvoir absorber de plus en plus de volume. Et en fait, pour absorber de plus en plus de volume, tu vas avoir différents goulots d'étranglement qui vont se mettre sur ton chemin. Au début, c'est pas la bonne offre. Ensuite, c'est pas assez d'acquisition. Ensuite, c'est un système de nurturing, marketing qui est pas conçu pour absorber du volume. Ensuite, c'est l'équipe de vente qui est pas adaptée. Ensuite, ça va être un problème de LTV, c'est-à-dire que tu encaisses pas assez par client et donc tu te fais bouffer par tes diminishing returns. Et ensuite, tu auras de nouveau un problème du pôle livraison administratif et fiscal peut-être. Et ensuite, ce sera de nouveau l'acquisition. Et ensuite, de nouveau la livraison. Et ensuite, de nouveau la vente. Et en fait, tu veux absorber de plus en plus de volume et tu vas avoir différents goulots d'entranglement qui à chaque fois vont t'en empêcher. Et c'est juste se poser la question tous les mois. Et là, si je fais x10, qu'est-ce qui pète? Et ben, tu répares ça et tu repousses un peu plus fort. Ok, et maintenant, si je fais x10, qu'est-ce qui pète? Et en fait, tu répares des trucs au fur et à mesure ou tu les reconstruis différemment et tu prends de plus en plus de volume et c'est comme ça que tu fais la croissance. Et qu'est-ce que tu penses du fait que le goulot d'étranglement de tous les goulots d'étranglement, c'est l'entrepreneur? C'est Alexis, que tu as reçu ici, qui m'a dit cette phrase il y a 6 ans, je pense, un truc comme ça, quand je débutais. Je l'ai rencontré par des amis en commun, et il m'a dit cette phrase que je répète tout le temps: les névroses de l'entrepreneur deviennent les névroses de l'entreprise. Si tu ne grandis pas humainement, tu vas forcément bloquer ta boîte à un endroit, parce que les comportements que tu vas amener dans l'entreprise vont empêcher de grandir. Je suis un littéraire, moi, j'ai fait L et tout, et j'étais pas du tout prédestiné à être entrepreneur, et une de mes figures de style préférées, c'est la synecdoque. C'est une partie pour le tout. Donc une voile, tu vas dire les voiles descendent vers Harfleur pour désigner les bateaux qui sont sur la Seine. Ouais. Et ben pour moi, l'entrepreneur est la synecdoque de l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire que tu regardes l'entrepreneur, tu regardes son mode de fonctionnement, Tu vois sa boîte mais tu comprends sa boîte tout de suite. Ouais. Vraiment. Ouais, complètement. Et ça, quand tu comprends ça, ça te fait péter un câble. Et tu le retrouves à toutes les échelles. C'est vrai.
tu regardes, tu fais le profil psychologique de Jeff Bezos, tu comprends Amazon. De ouf. C'est vraiment flippant. Et forcément, au bout d'un moment, et à partir du moment où l'entrepreneur sort, et ce qui est traumatisant, confère Apple, c'est quand justement tu vas mettre un nouveau CEO, donc un nouvel OS en fait, à une boîte qui synecdotiquement en fait fonctionnait sur la base d'un profil psychologique qui n'est plus celui qui dirige la boîte à l'instant T. Là, ça fout un sbul monumental et ça peut être très traumatique. Chez Apple, c'est le plus flagrant, tu l'as dit, mais à une échelle plus proche de nous, tu regardes Hormozy, quand il a quitté Gym Lounge, t'as Gym Lounge avant, après. C'est plus la même chose. Pourtant, même process, il est toujours au board. Il a mis un mec qui était dans le programme et qui ensuite bossait dans l'équipe en CEO. Le mec, il est brillant. Il fait du Hormozy à plein d'endroits. C'est pas pareil. C'est plus la même boîte. Consulting.com, Sam Ovens aussi. Ouais. Sam Ovens, depuis qu'il a bougé de consulting, c'est pareil, c'est plus la même chose, quoi. Ça a plus la même croissance, c'est pensé différemment. Il y en a plein comme ça. Mais après, ça fait aussi partie des cycles sains d'une entreprise, je pense. Tu vois, il y a un moment, c'est tu as amené la boîte jusqu'à un endroit, et là où la boîte a besoin d'aller au prochain niveau, bah, elle a plus besoin de ton OS à toi. Elle a besoin d'un nouvel OS, tu vois. Et c'est pour ça qu'on le voit dans plein de startups, tu vois. La boîte de 0 à 1 million, 1 à 10, 10 à 100, 100 à 1 milliard, elle a pas besoin des mêmes choses pour croître. Et donc, elle a pas besoin du même CEO. Et si on prend des clichés un peu tendance ces derniers temps, tu vois, imagine s'il n'y avait pas eu un Adam Newman à la tête de WeWork une fois que c'était très très gros. Et si t'avais eu un gestionnaire, un mec qui est vraiment dans les spreadsheets, qui sait faire de l'IMO, qui sait bidouiller des trucs et tout, est-ce qu'elle aurait pu être sauvée, cette boîte, peut-être? T'as tellement d'exemples. Tu regardes ClickFunnels, enfin tu regardes Russell Brunson, tu comprends ClickFunnels. Et pareil, en fait, c'est quelque chose que j'essaie de m'appliquer au quotidien. Alors, tu bosses avec suffisamment de coachs pour voir à quel point c'est compliqué de s'auto-coacher, mais j'essaie de garder en tête justement au quotidien que je suis la synecdoque de ma boîte et que force et donc j'investis beaucoup de temps dans la compréhension de mon profil, mon propre profil psychologique pour justement comprendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui aussi, j'ai une complexité qui s'est rajoutée, qui découle du fait qu'on est 3 cofondateurs. Et je voulais surtout pas rester solo founder. Mais je pense que ça m'aurait au final rajouté de la facilité. Tu serais allé au bout de ton OS à toi. Ah, exactement. Au lieu d'essayer de créer un OS à partir de 3 personnes, quoi. Exactement. Mais là, aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, effectivement, on a... alors, je reste le CEO. Donc, je garde quand même une empreinte quand même assez importante sur le tout. Mais forcément, tu te rends compte que on arrive à quelque chose d'un peu chimérique, quoi. Il y a une question que moi j'aime bien me poser. C'est si j'étais pas le CEO de cette boîte, à quoi elle ressemblerait, tu vois. Genre, je suis externe à cette boîte. Dans quelle direction elle irait? Quelqu'un qui est pas comme moi, qui se met à ma place dans ce job, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il ferait autrement? Et c'est pour ça que j'essaie de prendre du conseil de gens de mon équipe, tu vois, les gens qui gèrent un peu l'épaule, pour voir ce qu'ils auraient fait à ma place, tu vois. Et je suis pas toujours d'accord, hein, ça reste ma boîte, c'est moi qui décide. Mais ça peut me montrer des angles morts. Et j'ai de la chance d'avoir des gens dans mon équipe qui ont l'autorisation et qui se prennent le droit, tu vois, qui ont raison de le faire, de me rentrer dans la gueule quand je risque de nous envoyer dans une mauvaise direction. C'est déjà arrivé. Comment t'as fait pour leur donner la légitimité et quels outils tu leur as donné pour justement te rentrer dans la gueule? Je leur pose souvent la question. Ok. Tu leur demandes quoi? J'ai envie de faire ça. Je crois que je le fais pour cette raison. Mais peut-être que je vois pas et qu'il y a ça qui rentre dans mon processus décisionnel et qui pourrait être une façon de me cacher ou de fuir. Un truc inconfortable. Qu'est-ce que t'en penses? C'est-à-dire qu'en gros, je leur donne le bâton, tu vois. Je leur dis, regarde, il est là. Voilà, tape là. Et s'ils le font pas, c'est que vraiment, ils se disent, non, là, ils déconnent, quoi. Il y a pas la mauvaise raison qu'il est en train de s'imaginer tout seul. Mais sinon, en fait, je leur savonne la planche, tu vois. Genre, regarde, je crois que j'ai un bullshit ici, qu'est-ce que t'en penses? Et ça facilite le truc, je trouve. Et comment tu t'assures de dégainer cette question au bon moment? C'est délicat, ça passe par beaucoup de travail personnel, psy, coach, réflexion sur soi, avoir un entourage qui te challenge quand tu déconnes.
T'es en thérapie continue? Ouais. Ok. Et malgré ça, je pense qu'il y a des fois où je loupe. Ok. Mais globalement, j'ai appris à voir quand j'essayais d'esquiver un truc, tu vois. Et t'es chaud pour en parler très vite fait? Non, on peut. Ouais. Tu te fais suivre, alors sur le parti coaching... Coaching, ça dépend des périodes. Ok. Psy toute l'année. Et sur la partie psychothérapie, tu te fais suivre en tant qu'entrepreneur ou en tant que Jérémy Les deux. Les deux? Jérémy, entrepreneur, Jérémy, jeune papa. T'arrives à jongler. Enfin, Ouais. le psy arrive à jongler justement avec ces différents. Ouais, ça va. J'ai la chance d'avoir une psy qui vient de la psychanalyse. Donc c'est pas la psy coach en performance, tu vois. C'est plutôt quelqu'un qui va me raconter, qui va me laisser raconter la même chose mot pour mot 4 semaines d'affilée jusqu'à ce que je me rende compte tout seul, quoi. Et je me dis, tiens, ça fait 4 fois que je parle de ça, pourquoi? Ou qu'est-ce que je veux pas dire, ou alors qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois. Elle va rien me dire. Et je me dis, ouais, ok. Elle va m'écouter raconter le même truc 4 semaines d'affilée, elle va rien dire. Au bout d'un moment, tu te rends compte. De toute façon, après, mon expérience de la thérapie, elle est light, hein. Ça fait un peu moins d'1 an que j'y vais. Certes, j'y vais toutes les semaines, mais quand même. Donc déjà, je prétends pas tout savoir. Mais j'ai l'impression, de ce que j'en ai compris jusque-là, que c'est la répétition sur la durée qui te fait capter des trucs, en fait. C'est un peu un Dunning-Kruger, tu vois. Le premier mois, tu captes plein de trucs, et puis tu crois que t'as tout compris. Puis ensuite, pendant 3, 6, 12 mois, en fait, il se passe rien. Et puis ensuite, il se repasse un truc. Puis ensuite, pendant 3, 4 ans, il se passe rien. Et puis il se repasse un truc. Et j'ai l'impression qu'une thérapie continue, comme une psychanalyse, c'est un truc un peu de longue haleine. C'est parce qu'il y a une répétition de vide qui se passe des trucs, tu vois. Mais est-ce que c'est pas ça aussi, développer une boîte, en fait? C'est faire des trucs chiants très 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 longtemps, puis t'as une épiphanie, et tu passes un cap. Puis tu refais des trucs chiants très 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 longtemps, et puis t'as une épiphanie, et tu passes un cap. Et ainsi de suite. C'est, on crée tous nos boîtes avec ce mirage de la courbe en croissance continue. Alors non, déjà la croissance elle est en escalier. Ouais, puis Une croissance continue, c'est une framework boîte qu'on aime bien tous les deux, Scale Mess Depth, en fait. Et quand t'as compris ça, t'as compris un business, quoi. Exactement. Et une croissance continue ou une exponentielle, c'est soit une boîte qui est complètement à droite de la courbe de Gauss, c'est-à-dire qui va être concernée par un environnement, par un contexte qui relève de 0,01% des cas. Oui, et encore. J'allais dire OpenAI, mais en fait, non, c'est pas vrai. OpenAI, il y a eu une courbe flat pendant des plombes avant que ça parte, quoi. Soit une boîte financée, giga financée, parce que elle peut justement outrepasser son scale mess depth. Donc scale mess depth, pour vulgariser, c'est la cyclique, en fait, où tu vas te développer, donc scale, ça va créer du bordel, donc mess, du bordel au niveau de tes process organisationnels, etc., qui va se cristalliser en dette humaine, technique, produits, financière, ainsi de suite, que tu ne peux pas ne pas payer, que tu es obligé de payer, sinon c'est décroissance, stagnation, ou alors c'est la mort. Implosion, donc c'est l'implosion. Donc tu la payes, et là, à ce moment-là, tu peux, si tu fais les choses bien, relancer une prochaine phase d'escalier. C'est pour ça que tu as une croissance en escalier. Et les croissances continues des boîtes financées, c'est que justement, elles investissent une part conséquente de l'argent des invests dans le paiement continu, la résolution continue de la dette. Donc tu vas avoir pour une boîte tech, tu vas avoir une grosse équipe infra qui va s'assurer de payer la dette technique. C'est la capacité de recruter 300 personnes en 2 semaines. Ouais. Avec des boîtes bootstrappées, pas possible. C'est pas possible. Et après, bootstrappées, j'en parlais hier, la plupart des boîtes bootstrappées, c'est des boîtes à qui personne ne veut donner d'argent. Ça, on peut faire un clip avec ça. Aujourd'hui, les gens, il y a une espèce de grosse tendance de, ouais, non, moi, j'ai monté une boîte bootstrap. Non, personne veut te financer, c'est pas pareil. Tu n'as pas un modèle d'exponentiel qui intéresse les fonds. Et donc, t'es obligé d'être bootstrappé. À la rigueur, tu peux aller faire un crédit de 200 000 balles à la banque. T'as des boîtes qui nécessitent un financement externe parce que c'est des environnements ultra compétitifs avec un x1000 à la sortie, peut-être. Très rare, mais peut-être. Et t'as des boîtes qui ont une croissance saine et stable et qui sont pas finançables parce que le multiple, il est inintéressant pour les VC qui prennent les risques. Toi, comment tu résous ton scale mess depth en continu? J'ai une croissance lente, moi. Lente. On a fait 300 000 la première année, 700 et quelques la deuxième, un peu plus d'1,3 million la troisième. Là, cette année, on va essayer d'aller chercher entre 2 et 3. À l'échelle de beaucoup d'autres entreprises, c'est très rapide.
à l'échelle d'autres boîtes que je connais dans le coaching, infoprenariat et compagnie, donc mon écosystème, c'est lent. Parce que la plupart, ils font 0 à 3 millions en 12 mois, quoi. En fait, juste, j'ai freiné des cas de fer pour pas accélérer trop vite. Et à partir de là, t'as le temps de résoudre les problèmes. Et puis, en fait, il y a plein de problèmes que j'ai pas envie de gérer qui vont avec l'hypercroissance. Le fait d'avoir une vente de plus en plus agressive, de devoir prendre de plus en plus de clients à toute vitesse, sans pouvoir améliorer ton produit aussi vite que ça. Donc, t'as énormément de gens déçus. Donc, faut faire encore plus d'acquisitions. Donc, faut switcher de marché parce que tu t'es cramé. Les trucs de l'hypercroissance dans le coaching infoprenariat, moi, j'en veux pas, en fait. Moi, j'aime bien ce que je fais. J'ai envie de le faire encore pendant 10 ans. Si tu regardes tous mes compères, ils font de l'hypercroissance 18 mois, ils disparaissent. Parce que la dette réputationnelle d'une hypercroissance dans mon métier, elle est hardcore. Et de toute façon, toutes les boîtes en hypercroissance ça ont le même problème. Mais il y en a où, si tu te rattrapes ensuite, ça va, et d'autres pas. Le concurrent de Oura Ring, là, avec les bracelets, j'ai oublié le nom. Un truc qui traque toutes tes infos. C'est promu par Steven Bartlett, etc. J'ai oublié le nom de ce machin. Tu vas sur Trustpilot, 1,2 sur 5. Sur un objet connecté, ça peut passer, parce que les efforts marketing recrutent tellement de nouveaux entrants que tant pis pour le gap réputationnel. Mais sur du coaching très cher, où t'as pas d'achat impulsif, tu m'expliques comment tu fais? Il y a personne qui va te lâcher 10 000 balles sans aller faire 2-3 recherches. S'il y a écrit sur tout Internet que t'es une merde, fini, ta boîte elle va couler. Donc, en sachant ça, j'ai pas envie de faire d'hypercroissance. J'ai envie d'y aller doucement. Et je vais quand même avoir des déçus. Ça fait partie du job. Mais pas assez pour que ça devienne mortel pour mon entreprise. Et donc, en fait, ma dette continue, je la paye par palier. Petit à petit. Et en essayant de pas aller trop vite pour qu'à aucun moment elle devienne critique et mortelle. On parlait tout à l'heure, il y a une vraie beauté dans la stagnation. Et qui est très contre-intuitive. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de la stagnation, on n'a pas envie de cette stagnation. On veut du mouvement. Mais comme tu l'as dit, la croissance, elle se fait par palier, mais elle se fait par soubresaut instantané. Et elle se fait par décloisonnement d'un coup, d'un plafond de verre qui se pète et qui fait que tu changes de dimension. Mais ça, on parlait de la muscu tout à l'heure. C'est exactement la même chose dans la muscu. Ouais, tu vas jamais avoir. Qui passe, tu sais pas pourquoi, et ça change tout ton entraînement. Ouais, et d'un coup, et vraiment, ça c'est quelque chose qui est observé physiologiquement. La croissance, elle se fait jamais. Il y a une décorrélation. Il n'y a pas de linéarité entre ta progression à l'entraînement et la masse musculaire que tu vas prendre. C'est-à-dire que tu peux progresser de façon incrémentale un petit peu à chaque séance, tu vas rajouter des répétitions, peut-être un peu de poids. Mais par contre, il va y avoir un moment où tu vas overreacher, donc tu vas aller au-delà de tes capacités de récupération. Et c'est là que ton corps va s'adapter le plus. Et là où t'allais prendre peut-être, genre, je dis n'importe quoi, mais pour avoir des ordres de grandeur, tu vas prendre peut-être 0,1% de muscle par entraînement pendant une période donnée. Et ben d'un coup, pendant cette période, sur une semaine, 2 semaines, tu vas prendre 3% de muscle. En plus. Et la progression, elle se fait comme ça, par palier. Et par contre, pendant toute cette période, t'étais en balise complète parce que tu avais l'impression de pas avancer, de pas stagner. Mais en fait, t'étais en train de préparer ton prochain coup d'éclat. Il y a aussi des trucs psycho. Si on prend pareil toujours l'analogie de la musculation. T'es sur une grosse barre avec les paliers psychologiques de 100 kilos, hein, comme les paliers psychologiques d'1 million, des trucs comme ça. Et tu sais, t'es à 99,5 et t'arrives pas à monter. Okay. Et un jour, tu passes 100. Et le lendemain, tu passes 102, 105, 107, 110. Tu comprends pas ce qui se passe. Le palier psychologique est passé. Et derrière, en fait, t'avais déjà la capacité d'aller plus loin, mais tu le savais pas. Et en business, c'est la même chose. C'est 950 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions, tu comprends pas. Ça avance. Parce que t'étais déjà structuré, en fait. Il y avait un truc psychologique qui bloquait, qui t'empêchait de prendre certaines actions, peut-être. Ou de solliciter toutes les forces en présence. Les paliers psychologiques jouent beaucoup aussi dans la progression non linéaire, je trouve. Ce serait quoi tes barrières psychologiques, toi, actuelles? Alors, question très tricky, parce que forcément, t'as pas nécessairement conscience, mais je les connais pas tous. Celle dont t'as conscience. Nous, on a un modèle 100% freelance. Je vois pourquoi je le fais et j'aime ça. J'en vois aussi les limites. Et malgré de plus en plus de signaux extérieurs qui me poussent un peu dans des directions différentes, pour l'instant, je sens que je bloque encore et j'ai pas trop envie de recruter, tu vois, des CDI, ça m'intéresse pas. Et je pense qu'à un moment, je le ferai.
et que peut-être ça passera des gros paliers. Je me force à pas surpromettre dans mon marketing, tout en voyant qu'il y a tellement de renouvellement sur le marché, tellement de concurrents qui le font, que peut-être que je me prive d'une part de croissance pour des histoires d'éthique personnelle que je m'invente et qui sont entre moi et moi-même. Qu'en fait, je pourrais sûrement promettre beaucoup plus si juste je me bougeais le cul pour faire un encore meilleur produit, tu vois. Après, il y a des trucs de caprice de créateur de contenu, tu vois, genre, non, ça, j'ai pas envie de faire, c'est chiant. Mais ce serait peut-être bon pour la boîte, tu vois. Par exemple. Les contenus SEO très how to, tu vois, où tu fais 150 vidéos de longue traîne qui vont ranker sur YouTube sur les 6 prochaines années. Ça me gonfle, j'ai plus envie. J'aurais dû les faire quand j'ai débuté et que j'avais encore l'énergie pour le faire, je l'ai pas fait. Et aujourd'hui, c'est un peu ce truc d'ego de non, moi j'en suis plus là. En fait, c'est pas question de j'en suis plus là, c'est que ça me casse trop les couilles parce que j'ai trop répété ces trucs-là, donc j'ai plus envie de faire ces vidéos-là. Mais si elles étaient dans l'écosystème, ça ferait du bien. Donc faudrait que je revienne à ce niveau de conscience pour me rebouger le cul et le faire. Ça, c'est des trucs que je bloque un peu. Ou j'ai pas envie de faire des trucs qui font plus de reach parce que, entre guillemets, j'ai pas envie de tomber dans ce piège-là. Des trucs comme ça, je pense. Je sais pas. Faudrait demander aux gens qui travaillent avec moi. Ils sauront sûrement mieux dire que moi. Ou à ma femme. Elle sait. Il y a un sujet là on va switcher parce que c'était pas du tout un épisode prévu. Le titre de la vidéo, ça va être on taille le bout de gras entre entrepreneurs. C'est ça. Il y a un sujet là à brûle pour point dont t'aimerais qu'on parle là avant de rendre l'antenne pour aujourd'hui. Si, j'aimerais bien tes retours sur un truc, et c'est pas dans ma liste. J'ai l'impression que LinkedIn est un peu schizophrénique en ce moment. Ah, mais complètement. Et vraiment, j'ai mon ça reach. Me rend schizophrénique j'ai aussi. Mon reach qui passe de x2 à diviser par 3 d'une semaine à l'autre. Et j'aimerais comprendre qu'est-ce que font leurs ingénieurs, est-ce qu'ils sont bourrés, ou qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, quoi. Alors, en fait, je m'attelle à me rappeler qu'à chaque fois que je mange mon seum parce que mes performances ne sont pas au rendez-vous ou pas à hauteur de ce que j'ai pu faire par le passé ou de ce que j'escompte, de me rappeler que il faut que je ferme ma gueule et que c'est juste que mon contenu est pas assez bon, Ouais. et que c'est à moi de m'adapter. Sauf que là, je commence à avoir une limite dernièrement, c'est que Non mais là ça fait n'importe quoi en fait, ça a plus aucun sens. je te dis vraiment, je sais profondément parce que je me base, j'ai publié plus de 1600 posts sur LinkedIn. Donc au bout d'un moment, je commence à savoir ce qui a le potentiel de marcher ou pas, quoi. Ouais. Et quand je poste un format, typiquement mon post de ce matin, qui reprend exactement le même principe de posts qui ont dépassé allègrement les 1000 likes par le passé et qui s'assurent à chaque fois des performances très 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 honorables, et que là je vois que vraiment ça part très très mal, et que c'est quelque chose que j'observe mais quotidiennement depuis des plombes, et que je vois que mon reach a été divisé mais littéralement par 4, malgré le fait que je reçois toujours énormément de retours quali et de signaux faibles, de DM, etc., de gens qui sont trop contents de mon contenu, je me dis que là il y a quand même un truc. Mais tu sais qu'il y a une énorme arrivée en masse. J'en parlais avec Jérémy Boissino de Favicon. Il y a eu un exode mais massif de tweetos qui ont notamment américains qui ont déferlé sur LinkedIn parce qu'en fait ils ont quitté le navire. Okay. Et donc je pense qu'il y a eu une offre monstrueuse aujourd'hui qui a explosé. Et là j'ai de plus en plus de mal à me dire que j'arrive au bout de mon stoïcisme en tant que créateur là. Non mais c'est surtout que vraiment je veux bien qu'il y a certains posts qui sont mieux que d'autres, tu vois. Et moi à mon échelle d'audience sur LinkedIn, c'est la différence entre un post qui fait 1000-1500 de reach et 4-5000. Mais là vraiment j'ai eu des disparités d'une semaine sur l'autre où le même niveau de qualité de contenu, franchement ils étaient pas meilleurs, tu vois. Il y en a un qui fait 50 000 et l'autre il fait 500. Ça n'a plus aucun sens. Et il y a aucun signal extérieur, tu vois, c'est pas un gros influenceur qui a dû le commenter, donc ça a biaisé le truc, hein. C'est vraiment les mêmes métriques. Et je me dis, je sais pas ce qu'ils sont en train de bidouiller sur l'algo LinkedIn. Et putain, c'est fatigant, quoi. J'ai l'impression de me retrouver sur Instagram où t'as Anna Mosery là qui fait n'importe quoi aussi, quoi. Et qui se chauffe et qui change des trucs toutes les semaines. Et j'ai l'impression d'être dans un truc de savant fou et on peut plus se baser sur rien et tu fais du pif, quoi. Tu lances ton truc, voilà.
l'œuvre n'appartient plus à l'artiste, mon boss LinkedIn, advienne que pourra. Tu sais que là, C'est énervant un petit peu quand même. tu sais que j'ai vraiment cherché ça. J'ai eu la flemme d'aller coder ça avec ChatGPT, mais il faudrait que je me chauffe. Mais juste une petite extension Chrome qui cache tous les likes, qui cache toutes les métriques sur LinkedIn. Ça me changerait la life. Mais vraiment. Là, en fait, j'ai pas besoin là de faire une pause de LinkedIn parce que le créer du contenu, on en parlait tout à l'heure, ça me fait profondément kiffer. Par contre, j'en peux plus des métriques, mec. Je n'en peux plus, mais j'arrive à un niveau de saturation où là j'ai besoin de me faire une petite métrique détox pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et si vous connaissez une extension Chrome qui fait ça, bombardez mes DM SVP. C'est que LinkedIn, c'est le seul endroit où je les regarde. Ailleurs, les stats, je les regarde pas, je m'en fous. Et LinkedIn, peut-être parce que LinkedIn, c'est un des seuls réseaux où j'ai vraiment, moi, la main sur tout, tu vois. C'est-à-dire que le matin, j'écris mon post, je le publie, je regarde s'il a marché, etc. Alors que sur les autres trucs, j'ai des équipes qui bossent avec moi. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Ils ont une gestion absolument remarquable des métriques. Enfin, je sais pas si tu l'as vu, je te recommande vivement la vidéo de Yann Leonardi sur LinkedIn. Il parle, qui est sorti dernièrement, sa dernière vidéo, où il décrypte tous les rouages growth product de LinkedIn. Et il en parle, du fait que Peter Thiel, c'est une boîte Peter Thielienne, c'est une application de Hook, du livre Hook, vraiment très académique. Ouais. Et ils ont utilisé les métriques avec brio pour nous exploser le cerveau. Et notamment dans leur choix de mettre en avant non pas le nombre de likes en priorité, mais ton taux d'impression qui veut dire que dalle. C'est la vanity metrics absolue. Mais pourtant, tout le monde va venir se targuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, LinkedIn volontairement met ça en avant. Parce que ça vient très très vite ta North Star en fait en tant que créateur. Alors que ça veut tellement rien. Non, mais ça veut rien dire du tout. Et moi, il y a plein de réseaux où je fais beaucoup moins de reach que sur LinkedIn, mais je fais beaucoup plus de chiffre d'affaires. Mais parce que je suis incentivé sur les bonnes métriques. Alors que LinkedIn nous biaise. Exactement. Et par contre, à chaque fois, j'essaie de me rappeler que ils font ce qu'ils veulent. Ouais, t'es pas chez toi, en fait. C'est ça. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est pas ta newsletter perso. En fait, t'es sur un réseau social. On te propose de l'exposition gratuite. Tu vas dire, ouais, c'est n'importe quoi, ça marche. C'est toi qui as profité d'une faille du système pour faire du cash, en fait. Ouais. C'est pour ça que j'ai lancé ma newsletter perso. Que je déserte un peu trop ces derniers temps, d'ailleurs. Parce que je veux que sur LinkedIn ça marche, alors j'accorde tout mon temps à LinkedIn. Mais moi je te propose qu'on fasse une petite pause là, 2 minutes, et après on enchaîne sur la prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Celle-ci était pas du tout prévue. Improvisation totale. Et on se retrouve très vite.